Sur les frontières de l'Est de Vaporia, en l'an 1026, une ligne de défense est maintenue depuis 4 longues années. Le champ de bataille entre les empires Vaporia et Eisenreich s'étend à perte de vue dans une région frontalière de Vaporia. Un paysage à la fois désolé et autrefois riche en ressources minières, maintenant ravagé par les combats. Le ciel est constamment obscurci par un mélange de nuages gris et de fumée noire, créant une atmosphère suffocante et oppressante. Les montagnes aux flancs arides, autrefois exploitées pour leurs minerais, se dressent en arrière-plan, témoins silencieux de l'intensité du conflit. Le sol est devenu un mélange boueux de terre et de sang, criblé de cratères laissés par les bombardements. Partout, des restes de machines et des fragments d'armure gisent parmi les corps des soldats, mêlant ferraille et chair dans une scène d'une violence presque industrielle. La ligne de front est un enchevêtrement de tranchées profondes et de remparts de fortune, renforcés par des plaques de métal et des planches de bois, où les soldats de Vaporia et d'Eisenreich se battent impitoyablement pour chaque mètre de terrain. Le régiment Alpha 74, composé majoritairement de jeunes soldats issus des régions minières de l'ouest de Vaporia, est en première ligne, obligé de se battre par un décret militaire. Ces jeunes hommes et femmes sont marqués par la dureté de leur vie dans les mines, ce qui leur donne une apparence rude et déterminée malgré leur inexpérience. Beaucoup portent encore des traces de leur ancienne vie. Quelques-uns arborent des casques de mineurs repeints aux couleurs de l'armée et des équipements réadaptés pour le combat. Ils portent un uniforme abîmé, bleu-gris, rappelant la couleur de leur nation. Ils sont peu équipés et manquent souvent de formation avancée. Mais ils compensent leur manque d'expérience par un esprit de corps fort et une solidarité que seule la survie dans les mines a pu leur enseigner. Bien que fatigués par ces 4 années de guerre, ils continuent de se battre sans relâche pour pouvoir rentrer chez eux. Malgré leur courage, les troupes d'Alpha 74 subissent de lourdes pertes face aux unités disciplinées et lourdement armées d'Eisenreich. Les soldats de l'Empire ennemi avancent de manière méthodique, équipés de machines de guerre massives et de fusils d'assaut redoutables qui dominent le champ de bataille. Les jeunes soldats de Vaporia tentent de résister en se servant de leur connaissance du terrain accidenté, mais ils sont rapidement débordés. Leurs visages poussiéreux et couverts de suie expriment une mélancolie résignée alors qu'ils s'efforcent de survivre un jour de plus dans ce conflit qui les dépasse. Les sons des explosions, des cris et des tirs de canon résonnent sans cesse, créant une symphonie macabre où le métal et la chair semblent s'entremêler. Les espoirs et les vies des jeunes de l'ouest de Vaporia, désormais soldats du régiment Alpha 74, se consument dans ce paysage dévasté, leur combat reflétant les sacrifices d'une nation qui les a envoyés au front. Steampunk Industrial Warfare. Épisode 1. Le front. Aujourd'hui encore, les forces s'apprêtent à repousser les troupes d'Eisenreich. La bataille entre les armées de Vaporia et d'Eisenreich est un choc brutal de stratégie et de puissance mécanique. Chaque camp déterminé à écraser l'autre dans cette lutte pour la domination de l'Est de Vaporia. Les forces d'Eisenreich avancent en masse, alignant des rangées d'aéronefs lourds et de chars d'assaut blindés. Leur discipline et leur puissance de feu rendant chaque mètre de terrain difficile à défendre pour les troupes adverses. Les soldats de Vaporia moins bien équipés sont forcés de se replier constamment, épuisés et abattus par la pluie incessante de projectiles qui s'abattent sur eux. La ligne de front vaporeuse bordée de tranchées profondes et de barricades de fortune est le dernier rempart avant une défaite inévitable.
On y voit des tranchées en métal rouillé, des amas de fils barbelés tordus et des explosions de fumée noire qui parsèment l'horizon. Laissant entrevoir un paysage de désolation, la lumière est tamisée avec des éclats d'explosion illuminant par moments la scène. C'est dans ce chaos que se distingue le bataillon Oméga 74, en particulier grâce à la compagnie Beta 74, composée d'un groupe d'individus talentueux et particulièrement soudés, commandé par le capitaine Saga. Ces 87 jeunes, tous issus de Ferroville, étaient déterminés à survivre et rentrer chez eux. C'est en arrivant en renfort que la situation avait une chance de basculer en la faveur de Vaporia. Saga surgit en premier, comme un leader naturel. C'est un homme imposant, proche des 1m85. Les cheveux rouges sang, mi-longs, et courts sur les côtés. Fin et soigneusement coiffé, avec des mèches recouvrant les bordures du front, plus étalées sur le côté droit. Les yeux intimidants, rouges, similaires à celui des rubis. Malgré ses 26 ans, il a déjà l'aspect d'un combattant de longue date, sublimé par une paire de lunettes rondes en argent et un cou soigné. Le bataillon l'avait surnommé le démon sanguinaire. On va pas se laisser battre par ces raclures. Jamais! Dit-il, les poings serrés autour de la vapeur chaude de ses armes. Ils veulent nous buter, mais c'est nous qui allons les crever. On va leur montrer qu'on a du courage. On s'est pas chié dessus face à leur boîte de conserve. Putain! On lâche rien et on tient. Ces injures spontanées dites avec tellement de conviction galvanisaient les troupes. Les tranchées de Vaporia tremblent sous le feu nourri de Sunreich. L'ennemi avance avec ses blindés, tandis que le ciel est obscurci par les aéronefs. Saga, déterminé, donne l'ordre de contre-attaquer. Avec son charisme naturel, il galvanise les soldats restants, les préparant à une bataille acharnée. Armé de ses 2 katanas et de ses doubles revolvers Magnum, il se lance au cœur des combats, guidant ses camarades avec une détermination implacable. La force de son idéal et sa colère contre l'injustice transparaissent dans chaque mouvement. Il se jette dans la mêlée, se servant de ses compétences de leader pour guider les soldats de Vaporia, les incitant à tenir bon et à repousser les forces d'Eisenreich. Il part les tire avec ses 2 boucliers circulaires positionnés sur les avant-bras et continue d'avancer sans s'arrêter. Sa présence charismatique redonne espoir à ceux qui étaient sur le point de fléchir. Il se tient toujours à l'avant, servant de bouclier pour ses camarades. Son regard toujours fixé sur l'horizon, il n'est pas du genre à se laisser abattre, même par les horreurs de la guerre qui déchirait Aetheria. Saga mène un groupe à travers un réseau de tranchées en ruine, un katana dans la main gauche et un revolver dans la main droite. Il s'élance vers les blindés ennemis. Singer, en retrait, fournit une couverture précise avec son sniper, neutralisant les tireurs embusqués et ralentissant l'avancée ennemie. À chaque tir, Singer fait s'effondrer un adversaire au sol. Le combat s'intensifie lorsque Saga atteint un blindé, le pulvérisant avec une charge explosive improvisée. L'équipe de Saga continue sa percée, profitant de leur mobilité pour s'approcher des blindés, les faisant exploser un à un. L'objectif est de détruire l'atout principal des envahisseurs pour instaurer la panique générale, ce qui permettrait de repérer les capitaines ennemis. Le démon sanguinaire continue d'avancer, laissant derrière lui les flammes ardentes des chars anéantis. Malgré son allure de brute, il est en réalité un fin stratège d'attaque. Ses stratégies offensives sont d'une efficacité remarquable, mêlant puissance et tactique. Durant ces 4 années, il s'est hissé à la tête de la compagnie par ses compétences et ses prouesses au combat, alternant maîtrise du katana et tir précis au revolver. Saga est ambidextre, cet atout lui permet d'utiliser 2 armes différentes avec une parfaite cohésion. Son esprit est indomptable, et bien qu'il ait grandi à Ferroville, une ville minière extrêmement pauvre, où l'espoir semblait impossible, il n'a jamais perdu sa volonté de se battre, là où d'autres se seraient écroulés sous le poids de la souffrance. Saga avait trouvé un moteur dans sa propre colère. La guerre, la faim, les sacrifices, tout cela n'était qu'un carburant pour son désir de combattre, de pousser toujours plus loin et de résister. Singer, son plus ancien ami et bras droit, le suit avec calme et précision. Un homme classe d'environ 1m75. C'est un homme élégant de 24 ans, aux cheveux lisses, bleu marine, soigneusement coiffé de droite vers la gauche. Les côtés sont courts et peignés. Les yeux confiants d'un bleu saphir profond. Il porte une petite paire de lunettes rondes noires et un bouc entretenu et taillé. Ne t'inquiète pas, Saga. J'ai ton dos. Je peux faire un tirailleur.
dit-il avec humour à l'arrière, son regard calme posé sur l'horizon, prêt à déjouer toute menace qui s'attaquerait à l'escouade du capitaine. Observateur et expert en tir, il couvre les arrières de Saga et ses hommes avec une efficacité mortelle. D'un coup de fusil sniper bien placé, il élimine les cibles prioritaires, affaiblissant les rangs ennemis. Sa loyauté indéfectible et son assurance inspirent confiance aux soldats qui se battent à ses côtés, renforçant le moral des troupes de Vaporia. Il se tient toujours à proximité de Saga, prêt à intervenir pour protéger son ami en cas de danger. Malgré ses distances, certains soldats parviennent jusqu'à lui. En mêlée, Singer manie une hallebarde, un style de combat basé sur la rapidité, tout en gardant de la distance. Il esquive facilement les coups pour ensuite perforer les soldats adverses. Singer a comme outil de protection un large bouclier pouvant être posé au sol, à la verticale, généralement utilisé pour se couvrir lorsqu'il tire au fusil sniper. Singer est l'antithèse parfaite de Saga, mais c'est cette complémentarité qui fait d'eux un duo redoutable. D'un tempérament calme et posé, il a une capacité à observer et analyser les situations avec une précision déconcertante. Là où Saga est un meneur d'attaque, Singer jauge les risques et les possibilités, ce qui permet au groupe d'agir avec plus de stratégie défensive. Il est l'un des 3 lieutenants de la compagnie et participe activement en tant que second du capitaine Saga, par son implication dans les choix stratégiques. Suivant les mouvements de Saga au loin, il s'installe en hauteur, posant son bouclier au sol, prêt à tirer. Saga parvient à venir à bout du dernier blindé. Il observe la réaction de l'ennemi et en une dizaine de secondes, il repère l'emplacement des supérieurs de l'armée d'Eisenreich. Il fait un signe codé à son second. Singer abat un des officiers ennemis qui coordonnait l'attaque, semant la confusion dans leur rang. Ses talents de tireur impitoyable lui ont valu le surnom du spectre glacial. Il nous contourne par l'ouest. Singer, à 2 heures, juste derrière le pan de tôle. Singer réagit instantanément aux informations de Saga. Vu, cible acquise. 3, 2. Un coup de feu résonne. Une silhouette ennemie s'effondre. Saga se relève, regardant vers l'ennemi. Bien joué, mais il continue d'avancer. Soudain, une silhouette imposante surgit de la brume à contresens des tirs. C'est Valdran, fonçant avec brutalité et fracas. Un fusil semi-automatique à la main et une grande épée mécanique dans le dos. Valdran est un homme de 25 ans, de la taille de Saga. Il a les cheveux en bataille, bleu nuit, et des yeux confiants, amples. Il a toujours un air sérieux, sous ses épais sourcils froncés. Il est un ami d'enfance de Saga, Singer et Biggie. Bien qu'il ait grandi avec eux à Ferroville, son esprit et sa loyauté sont bien différents. De tous les membres du groupe, Valdran est le plus sérieux, le plus ancré dans les idéaux de l'Empire, et sa fidélité à la cause impériale est inébranlable. Il est le fer de lance de la discipline, un soldat né avec une conviction profonde que son devoir envers l'Empire primait sur tout le reste. Il est très protecteur envers la compagnie, en particulier avec sa petite sœur, Cléa. T'as toujours cette foutue manie de courir devant les autres, Saga. Saga rétorque d'un air moqueur à son camarade. Et toi, t'as toujours le chic pour ramener ton cul juste avant la fin. Valdran regarde Saga en coin, un sourire bref. Pas besoin d'arriver en premier pour sauver un abruti. Singer ajoute par l'intercom d'un ton ironique. Ça y est, la cavalerie est là. Vous vous embrasserez plus tard, messieurs. Valdran reprend son sérieux. On tient cette position. J'ai une unité légère en approche depuis les flancs, mais si ça c'est d'ici, le poste avance et saute. Tu tiens bon jusqu'au bout, Saga? Saga, arme en main, le regard froid. Jusqu'à ce que plus rien ne tienne. Valdran est un combattant. Malgré son rôle de 3e lieutenant du bataillon, il n'intervient pas dans les décisions stratégiques et laisse Saga, Singer et Biggie mener la compagnie. Pourtant, sur le terrain, il applique soigneusement les plans et les consignes de ses amis et mène sans encombre ses troupes. Pour son sérieux et sa loyauté, le bataillon l'avait surnommé le Paladin inébranlable. Dans les lignes alliées, Biggie défend une tranchée envahie par l'ennemi avec une vitesse déconcertante. C'est un homme de 27 ans, imposant. Il mesure 1m90, il est brun, avec les cheveux courts en bataille, accompagné d'une épaisse barbe et de lunettes rondes. Ses yeux orange feu reflètent sa force, mais aussi son côté chaleureux. Pourtant, face à l'ennemi, il n'hésite pas à se montrer impitoyable. Le sol tremble sous l'impact des obus, le ciel est couvert de fumée noire. On entend les cris, les détonations, les roulements métalliques des machines ennemies. Biggie est là, au fond de la tranchée, couvert de suie, le regard fixe, calme. Il ajuste son bouclier sur l'avant-bras, plante ses bottes dans la boue et lâche. Oh!
Merde! Encore une vague! Des silhouettes ennemies apparaissent au-dessus de la tranchée. Biggie lève son fusil de chasse et tire. Le recul secoue son bras, mais il ne recule pas. 2 ennemis tombent, il en reste 5. Le marteau en main, il bondit lourdement dans une gerbe de boue et de vapeur, là où un autre reculerait, lui avance. Il ne cherche pas la gloire ni la reconnaissance, juste maintenir la ligne. Il part un coup avec son bouclier, l'acier gémit sous la pression. Il riposte avec une frappe de marteau, le casque de l'ennemi éclate, dents, engrenages, éclat de sang. Biggie grogne. Il prend un second tir dans l'épaule, chancelle mais reste debout. Il contre-attaque d'un violent revers de marteau, tuant ses adversaires sur le coup. Ce n'est pas pour rien qu'il est surnommé le Colosse Bouillonnant. Expert en défense et protecteur de ses alliés, il est un ami de longue date de Saga et Singer. Toujours joyeux et spontané, il apporte de la positivité dont la compagnie a besoin malgré les années sombres qu'il traverse. Beaucoup de soldats l'apprécient pour son humour et sa façon d'affronter les épreuves avec le sourire. Pourtant, Biggie s'inquiète pour la compagnie et cherche à la défendre au mieux. Par son ingéniosité et ses capacités à s'adapter et à bricoler des solutions, Saga l'a promu en tant que lieutenant, en lui confiant généralement le commandement de la ligne de défense. Une ombre bondit par-dessus le parapet. C'est Kojak, couvert de cambouis, son fusil bizarre à la main, une scie circulaire accrochée à la hanche qui émet des étincelles. Alors, Biggie, je te laisse 2 heures et t'as déjà foutu le bordel. On dirait une usine à saucisses mal câblée ici. Biggie répond. T'as mis le temps, bricoleur. T'étais en train de greffer un grille-pain à ton flingue encore? Kojak souriant, dégainant son arme modifiée. Pas un grille-pain, un stabilisateur thermique alimenté au gasoil. Ça grille, mais pas du pain. D'ailleurs, je vais cramer la gueule à ces bouffons. Faut bien que je teste mon nouveau prototype. Ils échangent un regard complice. Un instant plus tard, les ennemis surgissent au-dessus du No Man's Land. Kojak est un homme de 24 ans, d'1m65, aux cheveux bouclés rouge clair avec une barbe de 2 jours. Il a des yeux jaunes et des lunettes rondes noires. Kojak est connu pour être constamment dans l'humour et prend rien au sérieux. Il aime bricoler tout et n'importe quoi. Il est un ancien collègue de Biggie dans le service de réparation de machines dans les mines. Ils forment un duo dynamique et amusant pour toute la compagnie. Kojak a hérité du surnom de La Fouine, bricole tout. Biggie, genou à terre, martèle un ennemi d'un coup de marteau avant de bloquer un tir avec son bouclier. Kojak, de son côté, lâche une salve depuis son fusil trafiqué, une lueur folle dans les yeux. Biggie dit Oh, je commence à croire qu'ils veulent vraiment nous déloger, ces foutus cafards. Kojak ricanant. Haha, tant mieux, ça me donne une bonne excuse pour tester mon nouveau réglage de détente. Soudain, un sifflement aigu fend l'air, suivi d'un bruit sourd. Xio atterrit avec fracas au-dessus d'eux, soulevant la poussière et la boue. Vous aviez l'air de bien vous amuser. Je me suis dit que j'allais participer. Il fend la brume à l'aide de son arme hybride. Son bras gauche est couvert d'un blindage épais, dont émerge une large lame, et sombre, une épée bouclier hybride, symbole de sa manière de survivre. Bloqué, tranché, avancé, dans sa main droite, une Thompson noircie par le charbon et l'usage. Pas chromée, pas belle, mais fidèle. Il assure l'attaque et la défense avec son bras gauche, tandis que le bras droit sert à arroser l'ennemi à coups de Thompson. On le repère immédiatement, cheveux noirs corbeaux, taillé avec une précision presque militaire, barbe soignée, carrée, comme s'il avait taillé chaque ligne avec sa rage. Lunettes rectangulaires noires qui ne masquent pas ses yeux rouges mais les encadrent. Des yeux où il n'y a pas de feu, seulement une braise glacée. Il a 26 ans et son gabarit n'est pas le plus imposant, à peine 1m70 de muscles nerveux. Mais chaque geste est précis, tranché, presque animal. Le bataillon l'avait surnommé l'ombre cuirassée. Les pas lourds de Xio s'enfoncent dans la boue noire de la tranchée. Son souffle est calme, malgré le vacarme. Sûrement parce qu'il a grandi dans le fracas. Il avait dû traverser bien des épreuves, en tant qu'ancien gosse des mines. Il a grandi avec une blessure profonde, qui l'a marqué pour le reste de sa vie. Mais il a toujours été soutenu par son cousin Biggie. Avec Saga, ils étaient binômes dans les galeries. 2 âmes lucides coincées sous terre à creuser pour ramener de quoi alimenter les guerres de l'Empire. Saga et Xio, c'était le binôme inséparable des mines. Un jour, Saga avait dit à Xio: T'as le feu dans les veines, Xio. Un jour, tu devras le lâcher à la surface. Aujourd'hui, ce feu crache entre les sacs de sable. Les obus tombent, mais Xio ne bouge pas, d'un pouce.
Pas parce qu'il est brave, mais parce qu'il a déjà vu pire sous terre. À sa droite, Iggy, son cousin, rugit comme un bélier à chaque rafale. À sa gauche, Kojak braille en réparant son propre fusil avec un tournevis coincé dans les dents. Oh mais putain, il m'a lâché en pleine action le saligo. Zio regarde Kojak et rajoute avec cynisme. Ça t'est jamais venu à l'esprit de tester tes bidus ou tes machins avant de venir sur le champ de bataille? Non, parce que tu vas finir par crever comme un civil désarmé. Ça serait con quand même. Kojak répond avec panache. Ta gueule! J'étais sûr de moi sur ce coup-là, ça devait être l'arme ultime! Bon, comme à chaque fois tu vas me dire. Le trio est bancal, mais invincible. Un bloc de métal, d'instinct et d'ingéniosité. Une barricade. Plus loin dans le No Man's Land, Cléa apparaît en ligne d'assaut pour lancer une offensive. C'est une femme qui impose le respect. Elle a 22 ans, une taille proche des 1m80. Les cheveux noirs de jet, attachés en longue queue de cheval avec une mèche sur le milieu du visage. Son regard impitoyable est d'un orange flamboyant. Son visage est fermé et peu expressif. Dans la guerre, Cléa est une épée tranchante. Fidèle et impitoyable, elle se bat avec un esprit solide, sans compromis, et son esprit de sacrifice ne connaît pas de limite. Le bataillon l'avait surnommée l'exécutrice flamboyante. Cléa a un style rapide et élégant. Elle élimine les ennemis qui tentent de l'arrêter. Sa rapière brille sous les explosions. Et chaque mouvement est précis, efficace. Elle n'hésite pas à abattre au pistolet mitrailleur tout ennemi qui se dresse sur sa route. Massacrez-les! Hurlait-elle. Ce sont nos ennemis. Pensez à tous nos frères et sœurs qui sont tombés au combat. Nous pourrons les ramener si nous gagnons. Alors nous devons les vaincre. Ces mots sont motivants et impactants pour ceux qui s'accrochent aux promesses des Zéphyrions. Cléa est convaincue de ce qu'elle dit et fait. Elle partage les mêmes convictions et valeurs que son frère, Valdran. La ligne d'assaut avance péniblement et peine à la suivre. Soudain, dans la fumée, Cora fend l'air, comme un éclair rouge, lame brillante, regard féroce. La sœur Benjamin de Saga fait son apparition. C'est une femme de 20 ans, d'environ 1m75, aux cheveux longs rouge sang, comme son frère. Ses yeux rubis montrent une détermination et une volonté à toute épreuve. Elle est surnommée l'éclair pourpre. En ligne! Cléa, on passe en plein centre, j'ouvre. Cléa n'a même pas le temps de répondre que Cora est déjà partie en découdre. Cora agit toujours de manière inattendue et indépendante. Mais Cléa lui a toujours fait confiance et apprécie sa franchise directe. Elles sont très amies depuis l'enfance et ont toujours formé un binôme solide et implacable. Son style de combat, semblable à celui de Saga, font d'elle une guerrière redoutable. Elle maîtrise l'art du combat à double katana, ainsi que l'utilisation de double revolver. Une combinaison qu'elle avait perfectionnée au fil des années, passées à s'entraîner avec son grand frère. Cependant, leurs techniques diffèrent. Saga a des lames plus larges et plus grandes que les katanas standards, en plus de ses revolvers lourds. Cora a opté pour un équipement plus léger, des lames classiques et des revolvers avec un poids moyen. Cora a un équilibre entre agilité et force, tandis que Saga utilise sa force et sa résistance pour utiliser des armes lourdes. Cora et Saga ont beaucoup de ressemblances, que ce soit physique ou psychologique. Cora a néanmoins un côté plus ouvert et fêtarde que son frère. Mais elle partage avec lui le sarcasme et l'art de la provocation contre l'autorité. Cora parvient à faire une brèche dans la formation ennemie. Elle se fait signe à Cléa et crie. Cléa, à toi de jouer! Guide les squads jusqu'à ma position, on va détruire leur ligne de l'intérieur. Cléa fait un signe de la tête à sa partenaire. Elle lance l'assaut en direction de la position de Cora. Les soldats de Vaporia, malgré des pertes, arrivent à forcer le passage et renverser la situation à leur avantage. Les soldats d'Essenreich sont obligés de se replier. Cléa et Cora se retrouvent dans une situation compliquée. Beaucoup d'hommes sont blessés et doivent être évacués. Mais cette action oblige de laisser les ennemis se replier sans reprendre le terrain qu'ils occupaient. Eolia et son escouade arrivent. Laissez-nous faire. On va s'occuper de l'évacuation. Vous devez continuer l'offensive et rejoindre l'escouade du capitaine. Eolia est la chef d'escouade des secouristes de la compagnie Beta 74 et sœur cadette de Saga et Cora. Cléa répond. Merci, votre intervention va nous permettre de continuer. Les deux femmes, épuisées, continuent leur percée comme deux ombres jumelles au regard de fer. L'armée d'Essenreich perd du terrain petit à petit. Elles avancent, eux reculent, et se désorganisent. Certains ennemis sont restés cachés sur le champ de bataille. Ils décident d'attaquer les soldats secouristes pour prendre les attaquants de Vaporia par derrière. Mais ils se retrouvent face à Eolia. Elle sort ses armes, 2 anneaux lames, traçant des arcs de lumière dans l'air saturé de plomb.
À chaque pas, ses 2 boucliers frappaient, déviés, protégés. Ses pistolets fins, presque discrets, trouvaient les failles des armures ennemies. Des éclats de précision au milieu du chaos. Eolia est une petite femme d'1,60 m, avec des lunettes rondes en argent et une coupe au carré fuchsia. Elle a des yeux verts émeraude, chargés d'émotion. Le bataillon l'a surnommée la Petite Rose. Elle n'a pas la force brute de Saga, ni l'ombre froide de Sinjot. Mais elle a la douceur qui perce l'acier. La foi que même dans l'enfer, on peut encore sauver quelque chose. Eolia est hypersensible. Pourtant, elle reste forte et déterminée malgré la souffrance d'avoir autant d'empathie pour les soldats qui tombent, alliés comme ennemis. Elle défend sa position avec efficacité, permettant l'évacuation des soldats blessés. Environ une demi-heure plus tard, sous une pluie battante, les soldats blessés ont été évacués. De leur côté, l'escouade de Cléa rejoint celle de Saga. Cléa hoche la tête, un instant d'émotion dans ses yeux durs. Cora, le regard brûlant, baisse ses katanas, et Seinreich a lancé le repli général. Saga regarde ses alliés et dit avec cynisme: Oh, on a gagné. Waouh, faut croire que le général Valent est encore bon à quelque chose, planqué comme un gros lâche dans son Dreadnought, pendant que nous on crevait au front. Mais bon, il paraît que c'est ça l'art de la guerre, mourir pour son empire. Après tout, c'est le devoir des gueux comme nous, non? Valdran, outré: Tu parles trop, Saga. Le général est la main qui guide, pas un lâche. On obéit parce que c'est la seule façon de préserver l'Empire. Sans discipline, sans respect, il n'y a que le chaos. Cora ajoute, moqueuse: Ouais, sauf que le général, c'est pas ce qu'on vit. C'est pas lui qui ramasse les cadavres dans les barbelés, c'est nous. Alors ton respect, aveugle. Tu sais où tu peux te le foutre, Valdran. Cléa intervient: Ça suffit, tous les trois. On a tenu, on a gagné, et ce n'est pas le moment de s'étriper sur la façon dont chacun a fait son devoir. Je comprends ce que vous voulez dire, mais on a aussi besoin de ceux qui commandent, même depuis un Dreadnought. C'est facile de mépriser l'ordre quand on revient vivant. Plus difficile quand on doit l'imposer pour que les autres le restent. On a tous perdu quelque chose ici. Ce soir, qu'on ait suivi ou commandé, on est encore là, et ça, c'est déjà une victoire. Saga soupire, exaspéré. Il lance le signal du repli des Seinreich. L'attaque ennemie a échoué. Les tranchées alliées ont été brillamment défendues par l'équipe de Biggie, et les contre-attaques des escouades d'assaut ont mis en déroute la stratégie adverse. La compagnie Beta 74 a une fois de plus fait briller le bataillon Oméga 74, en infligeant de très lourdes pertes dans le bataillon de l'autre côté du front. Le régiment des Seinreich se retrouve dans une situation d'urgence. Il n'a d'autre choix que d'envoyer un autre bataillon sur cette position. Cependant, pour éviter la défaite, il décide d'envoyer le bataillon Sirius 42. Ce bataillon est connu pour ses victoires répétées au nord de la zone de guerre. Il est dirigé par le commandant Hayes Hohenberg, connu sous le pseudonyme de l'Ange de la Mort. Les soldats de Vaporia fatigués vivent la victoire chacun de leur manière. Certains rendent hommage aux morts, d'autres sont partis boire ensemble et d'autres fument sous la pluie. Saga, comme à son habitude, est parti réfléchir seul. Et voilà, encore une victoire. Nous avons repoussé l'ennemi. Nous avons fait notre devoir, tout comme mes camarades. Je devrais m'en réjouir. Mais non. Cette guerre stupide, ce monde absurde. J'aimerais tellement comprendre ce que je fous là. Comprendre l'intérêt d'être né dans ce foutoir. Est-ce moi qui me pose trop de questions, ou est-ce les autres qui sont aveuglés par leurs conditions? Peut-être qu'après tout, c'est moi qui ne suis pas normal. Mais en même temps, peut-on considérer normal d'être traité d'une telle manière? J'aimerais tellement pouvoir dire au monde que nos actions sont dénuées de sens, mais je ne suis personne, alors je me tais. Je continue d'avancer, de guider, de porter la souffrance des autres sans écouter la mienne. D'avoir sur mes épaules cette armure qui définit ce que je suis aujourd'hui. Je hais profondément ce monde, cette société qui nous conditionne à être des marionnettes, des pantins asservis, cachés derrière des masques et des valeurs qui ne sont pas les nôtres. J'aimerais sincèrement être libre, réaliser mes rêves sans qu'on vienne me rappeler que ma condition est d'être au service des Zéphyros. Je veux avoir mon libre arbitre,
je veux choisir ma vie, plus la subir. Je me demande parfois si de l'autre côté du front, un autre pense la même chose en ce moment même. C'est là tout le paradoxe de l'humanité. S'entretuer pour survivre, alors que dans le fond, nous sommes tous les mêmes. L'humanité a-t-elle déjà songé à vivre en paix? Le plus ironique, c'est qu'on nous a dit que c'était pour l'immortalité, que c'était pour l'honneur. Mais ce que je vois, c'est du métal tordu, des visages figés et des rêves éventrés. On croit qu'une guerre se gagne avec des ordres, mais ce qu'on oublie, c'est que ce sont des cœurs qu'on enterre, pas des uniformes. Si ceux d'en face pensent la même chose, alors pourquoi sommes nos ennemis? Pourtant je garde espoir qu'un jour tout s'effondre, qu'on reprenne à zéro, qu'on mette un terme à cette folie destructrice et qu'on se détourne de Zephyros. Dans le prochain épisode, le général Valente a convoqué les différents gradés du bataillon Oméga 74 pour une réunion stratégique. Hélas, cette stratégie n'avait rien de réfléchi. Elle les envoyait tous vers un assaut suicide.